Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 27 de la saison 2. Bonjour à tous, bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité, loin de l'image lisse et parfois un peu filtrée, aperçue sur les réseaux sociaux. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais surtout maman d'une petite fille de 2 ans, Ella. Maman, papa, t'aimes? La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Pour ce 27e épisode, j'ai demandé au papa le plus écouté de France de nous parler de sa vision de la paternité et de la parentalité. Benjamin Muller est le seul journaliste homme autour de la table de la Maison des Maternelles, l'émission phare de France 5 sur la parentalité. Il est père de 3 enfants, une fille et 2 garçons, et il est passionné par tout ce qui touche à l'éducation et à la parentalité. Il a d'ailleurs écrit 2 livres sur le sujet. Benjamin raconte comment sa découverte de la paternité il y a 7 ans l'a éveillé au monde d'une autre manière. Depuis 3 ans, il a l'occasion de faire passer des messages importants en direct à la télévision. On a donc parlé d'égalité homme-femme, de charge mentale, d'éducation des petits garçons. On a aussi évoqué les problèmes que lui, personnellement, a dû affronter pendant une partie de sa carrière, de la discrimination, de sa hiérarchie de l'époque, aux remarques sexistes que sa femme entend parce que lui, père et homme hétérosexuel, travaille dans le milieu de la parentalité. C'est un épisode riche où on parle même un peu de sexualité, des tabous entre hommes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Avant de démarrer cet épisode, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ou de laisser un commentaire ou même de vous abonner pour recevoir une notification dès qu'un épisode est publié. Ça aide énormément ce podcast à se faire connaître. Merci à vous d'être toujours aussi fidèles. Place à l'épisode. Salut Benjamin. Bonjour Clémentine. Ça va? Ça va très bien, je suis envie de répondre à tes questions. J'allais dire, je suis hyper heureuse d'avoir le père par excellence qui fait rêver tout le monde. Je fais rêver tout le monde, je sais pas. Ma question, elle va être sur la patrescence. Ouais. Est-ce que tu as 3 enfants? Est-ce que tu as eu l'impression de vivre une patrescence quand tu es devenu père? C'est marrant, patrescence. On en parle d'ailleurs de la patrescence? Ça existe, ouais, du coup ça existe. Ça existe. Mais on n'en parle pas assez. Alors moi, évidemment, j'ai vécu ce qu'on appelle la patrescence ou la matrescence au masculin. Je te cache pas que je connaissais pas du tout ce terme avant de connaître ton podcast. Je pense comme beaucoup de monde d'ailleurs. Du coup, je me suis un peu intéressé et tout. Évidemment que j'ai connu une matrescence, ce qu'on veut, parce que c'est un tel bouleversement quand tu deviens parent que ça, je dirais que je suis plus du tout le même depuis que je suis devenu père. Et je me souviens très bien. J'ai eu un déclic, je dirais pas, un déclic au moment où j'ai eu ma fille dans les bras pour la première fois. Et je me suis senti complètement changé à ce moment-là. Et par la suite, en fait, j'arrive pas à me rappeler exactement comment j'étais avant d'avoir un enfant. Mais t'étais jeune, non? J'étais jeune, j'avais 25 ans. Ouais, c'est jeune quand même. C'était jeune, mais à ce moment-là, pour moi, ça me paraissait pas jeune en tout cas. Et mes parents m'ont eu quand ils étaient eux-mêmes assez jeunes, 23 ans, donc c'est pas non plus 18 ans, mais donc dans ma famille, culturellement, on a plutôt les enfants assez jeunes. Et je suis hyper content d'avoir eu les enfants assez jeunes. Parce que là, j'ai 33 ans, mes enfants grandissent un petit peu, je me dis que dans 5-6 ans, je suis tranquille. Et là, à 40 ans, avoir des enfants qui deviennent ados, où tu peux sortir autant que tu veux, avoir la belle vie, c'est quand même pas mal. Ça te fait rêver. Ouais, ça me fait rêver. Mais en fait, je pense que c'est impossible de ne pas connaître cette matrescence ou patrescence à partir du moment où tu t'investis un petit peu avec tes enfants. Ce qui est vraiment mon cas, ce qui je pense est le tien, ce qui est le cas de beaucoup de gens qui nous écoutent, sinon ils n'écouteraient pas ce podcast. C'est impossible de ne pas être transformé par ça, quoi. Il n'y a rien qui transforme plus que ça, je pense, dans une vie. Et ça a changé quoi parce que je disais, tu as 3 enfants, c'est bien au-dessus de ce qu'est la moyenne nationale. De devenir père et dans votre quotidien, dans l'organisation, ça a changé beaucoup de choses. Dans l'organisation, avant ça, j'étais un ado. Quoi. Je faisais la fête tout le temps, comme tout le monde à cet âge-là, quoi. Surtout moi, je suis pas originaire de Paris, mais j'ai découvert la vie parisienne, etc., les sorties, les machins, tout ça. Non, je faisais que ça, quoi.
Et quand je faisais pas ça, j'étais sur Netflix où je faisais bien la fête. Et puis du jour au lendemain, c'est fini, quoi. C'est fini, tu remets 3 ans avant de ressortir. Ce que ça a changé, c'est que ça m'a responsabilisé, vraiment. Et d'ailleurs, on en parlera sans doute tout à l'heure, mais même dans mon rapport au travail, dans mon rapport à tout ça, je suis devenu plus sérieux, en fait. Ce qui est sûr que dans l'aspect qui peut être un aspect un peu négatif en devenant parent, je sais pas si pour toi s'il y a eu ça, tu perds en légèreté. Moi, j'ai clairement perdu en légèreté. Tu gagnes sur tout un tas d'autres domaines, le bonheur, on peut en parler, etc. Mais tu perds en légèreté. Moi, j'ai perdu en ça. Mais ça t'apporte aussi un sens des responsabilités un peu plus important. Moi, je pense que j'étais complètement irresponsable avant de devenir parent. Je le suis beaucoup moins. Forcément, de toute façon, t'as plus le choix. Quand t'as une petite personne qui dépend de toi, t'as plus le choix. Donc voilà, j'ai pas eu le choix, mais ça s'est quand même imposé à moi de manière assez naturelle. Alors, tu es exactement l'inverse de moi professionnellement. On est le yin et le yang, c'est-à-dire que toi, tu évolues dans un milieu quasi 100% féminin. Moi, j'évolue dans un milieu quasiment 100% masculin. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivée à la maison des maternelles? Pourquoi ce choix? Énorme coup de chance. Moi, je rêvais de venir bosser dans cette émission parce que justement, j'avais déjà un enfant, ça m'intéressait, les questions d'éducation, etc. J'hésitais entre ça et les sports. C'était les 2 trucs vers quoi j'avais envie d'aller. Et un jour, je vois que les maternelles changent de producteur. Donc, j'envoie un mail à la boîte de prod, vraiment à la base contact@p2l.com, le nom de cette boîte de prod, vraiment la bouteille à la mer, quoi. Bonjour, je suis journaliste à tel truc, j'ai un enfant et j'adorerais bosser pour vous. Je reçois une réponse 1 heure après. Bonjour, viens demain. On cherche justement un journaliste. J'arrive le lendemain et on me dit on cherche un jeune père qui est journaliste, que ça intéresse et qui voudrait et tout. Donc je fais un essai le lendemain et 3 jours après, il me dit c'est bon, t'es pris. Tu t'imagines le truc, ça n'arrive pas en fait dans la vie, ça. Bah si, tu l'as provoqué ta chance. Je l'ai provoqué, mais j'ai eu un coup de chance monstrueux. Et surtout, je vois, là, ici, on reçoit régulièrement des mails, des contacts de gens qui aimeraient bosser pour cette émission. Je comprends, c'est une émission géniale. Et malheureusement, tu vois, il n'y a pas de place. On ne peut pas renouveler sans cesse, ce qui m'arrange bien, sinon je serais au chômage. Et donc, voilà, énorme coup de chance. Après, à partir du moment où ça a commencé, t'as raison, il y a quasiment que des femmes. D'ailleurs, ce matin, on avait une réunion pour parler des émissions qui vont suivre. On était 15, j'étais le seul mec. Et c'est ça quasiment tout le temps. Alors, quand on va tourner les cadreurs, l'équipe technique, là, il y a des gars. Mais en revanche, dans toute la partie qui organise, etc., il y a un seul autre mec qui s'appelle Jérémy. Moi, j'adore cette ambiance. Franchement, c'est pas mal. Quand t'es le seul mec au milieu de nana, c'est pas mal. T'es un peu... t'es tranquille, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'étais ado, moi, j'étais interne. Parce que je faisais du handball. Donc on était en interne entre que des mecs. On était 45 gars à l'internat. Donc l'ambiance que de mecs j'ai connue, franchement j'ai adoré. C'était cool. Je te dis pas que ça volait très haut tout le temps, parce que quand t'es que entre mecs, ça vole. Et t'étais ado donc. Et j'étais ado donc voilà. Mais là, l'ambiance que de nana, je m'y retrouve très bien. Et est-ce que c'est quelque chose que t'aurais imaginé avant d'avoir ta fille? Pas du tout, parce qu'en plus, je m'intéressais pas vraiment aux questions d'éducation, aux questions de... Moi, il y a plein de termes que j'ai complètement découvert, même tout ce qui touche à la grossesse, j'ai vraiment découvert... Il y a beaucoup de choses, d'ailleurs, que j'ai découvert en faisant cette émission. Il y a plein de questions auxquelles je m'étais jamais posé, en fait, comme beaucoup de mecs. Les violences obstétricales, pour moi... oui, j'en avais jamais entendu parler. La question de la charge mentale, même les questions de parité dans les couples. Je voyais bien l'idée des mecs qui font moins que les nanas sur le ménage, la lessive et le reste, mais si tu veux, j'ai commencé à m'y intéresser vraiment en faisant cette émission, à force d'avoir régulièrement face à nous des femmes qui viennent te raconter le plus sincèrement possible à quel point c'est galère, à quel point c'est compliqué, etc. Et moi, j'ai commencé à m'y intéresser à ce moment-là. Au début, ça m'a juste intéressé, je le voyais un peu comme un journaliste, et en fait, maintenant, je le vois, ça devient un peu mon obsession. C'est-à-dire que je comprends pas que notre société n'avance pas plus vite sur ces questions. Et je dis pas du tout ça pour être bien vu des femmes qui vont nous écouter. Non, en vrai, ça me rend dingue. La question des discriminations pendant les congés maternité. On en a fait une émission récemment, et moi j'en ai fait aussi un podcast de maternelle sur le sujet. J'ai reçu plein de témoignages de femmes qui m'ont raconté les réactions des mecs, de leurs patrons, mais aussi de nanas quand elles leur ont dit voilà, je pars en congé maternité, etc. Donc ça va de la réaction qui est illégale, c'est-à-dire je vais te virer tout simplement hors la loi, mais ça à la limite, ça rentre dans le cadre judiciaire, c'est un sujet. Mais il y a aussi toutes les réactions maladroites, c'est-à-dire mais ça m'arrange pas que tu tombes enceinte, ou alors comment tu peux me faire ça, tu sais je compte sur toi, ou alors pendant ton congé mat tu vas toujours suivre tel dossier. Et j'ai pas reçu 5 messages, je te jure, j'en ai reçu des centaines. Et des centaines. Et moi, je peux faire des émissions sur énormément de thèmes à la télé ou quoi, je reçois pas autant de messages. Et là, ce thème-là, j'en ai reçu vraiment des centaines et des centaines. Et je me dis, mais c'est quand même incroyable. T'imagines le boulot qu'il y a à faire
Parce que quand même, quand tu annonces que tu vas être enceinte, je veux dire, même si ça te fait un peu chier toi, en tant que patron, tu fais un petit effort, tu vas pas faire culpabiliser la nana qui est face à toi. J'imagine que tu seras d'accord avec moi. Mais... Ah oui, non, mais c'est sûr. Mais j'imagine que, regarde, toi, avant d'être père, t'avais jamais pris conscience de toutes ces questions. Non, pas du tout. Donc peut-être que c'est ça aussi, c'est que Absolument. Tous ces hommes-là, malheureusement, et des femmes, parce qu'il y a malheureusement aussi des femmes, Ouais. il y a un vrai travail d'éducation. C'est ça. Au niveau des RH, Ouais. au niveau des entreprises à faire, et je pense qu'on est convaincus tous les deux qu'il y a du boulot. Et c'est en ça que je te dis, je trouve ça dingue que ça aille pas plus vite, qu'il n'y ait pas ce boulot qui soit fait. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est pas compliqué de faire une formation et d'expliquer aux gens. Et puis même d'en parler à l'école, d'en parler avec nos enfants. Moi, j'ai l'impression que ça vient quand même. C'est vrai. Mais après, je mesure pas à quel point moi je suis déconnecté de. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Je rencontre beaucoup de gens que ça intéresse. Je lis beaucoup là-dessus. Je vais écouter des podcasts comme le tien qui font avancer vachement. Mais je mesure pas à quel point ça touche le grand public. Et si tout le monde va aussi vite que ce que ça devrait, parce que franchement, on est vraiment à la traîne, quoi. Et on pourrait parler aussi de la classe politique. Moi, je trouve que c'est très bien. On a une ministre, Marlène Schiappa, qui fait beaucoup de bruit pour faire avancer les choses. Il faut en faire de la com, etc. Mais j'ai pas du tout l'impression qu'il y ait une volonté de faire massivement bouger les choses au plus haut sommet de l'État. Comme on dit. Bref, j'hallucine que ça aille pas plus vite. Ben, on travaille, toi et moi, pour. Ouais, en voilà. Tout cas. Donc, notre on va humble essayer. niveau. Ouais, c'est ça. Et ben, justement, pourquoi est-ce que c'est important pour toi de changer le regard de la société sur la paternité? Parce que là, on parle des discriminations faites aux femmes, mais ça passe aussi, à mon avis, par le fait que être père, ça doit être autre chose que juste un titre. Je suis d'accord avec toi. Et c'est marrant parce qu'il y a une tendance qui naît chez les plus féministes qui disent qu'en fait, c'est très compliqué d'être féministe si tu es hétérosexuel pour une femme. Sous-entendu, tu peux pas être avec un homme et te revendiquer vraiment féministe parce que par essence, un homme peut pas comprendre ce qu'est le combat féministe. Alors, il y a débat sur ce qu'est le féminisme. Le mot féminisme, il englobe plein de choses. Mais tu as raison, déjà, je pense qu'il faut dépassionner un maximum cette question. Comment faire avancer Écoute, moi, mais pourquoi toi, tu as eu envie? Moi, j'ai trouvé un tel bonheur à la paternité qui n'enlève pas du tout tout ce qui peut être associé à l'image de l'homme. Si tu veux, dans le cliché masculin, j'y suis à fond. Je suis un gros fan de foot. Je fais mes soirées entre potes. Je joue à la console. Et tu vois, là, je suis dans les clichés. Mais ce que je veux juste dire, c'est pas parce que tu deviens un père qui s'occupe de tes enfants que tout ce qui est collé à l'image de la paternité, tu le perds. Moi, j'y trouve un tel bonheur que j'ai du mal à comprendre que des hommes ne s'investissent pas comme ça dans l'éducation des enfants. Après, je vois aussi pourquoi c'est important. C'est aussi parce qu'à force, ce que je disais tout à l'heure, de voir des femmes qui te racontent les difficultés qu'elles rencontrent, bah forcément ça touche. Et donc tu te dis que si les hommes sont plus impliqués, ça va forcément les aider à aller mieux. Et puis pour les gamins, je sais pas moi, les gamins qui vont être élevés avec un père absent ou qui s'investit pas, je pense que c'est difficile. Voilà, pour l'épanouissement, c'est plus compliqué. Après, c'est toujours compliqué de parler de ça parce que je veux pas être donneur de leçons. C'est-à-dire que chacun a son histoire. Des hommes qui aujourd'hui deviennent pères, qui ont eu un père qui était absent, violent, alcoolique, n'importe quoi, et qui eux-mêmes ont du mal à se trouver dans leur place de père. Tu vois, je vais pas venir les juger. Moi, j'avais un père qui était présent, donc c'est plus facile pour moi. C'est vrai que la génération la tienne, on vous demande maintenant d'être à égalité avec nous, mais vous venez pas tous avec le même background où vous avez été élevés par des pères présents. Malheureusement, il y a 30, 50, encore beaucoup de pères prenaient pas du tout part à l'éducation. Ouais. Et puis on sait qu'on reproduit. C'est vrai. Donc, mais donc je pense que bon, les choses elles évoluent peut-être petit à petit, et moi à mon humble niveau, voilà, je pense qu'on peut aider à faire un petit peu avancer les choses. Bah, j'espère. Ouais. Donc, je te disais que toi, on est yin et yang dans le professionnellement, c'est-à-dire que tu travailles avec des femmes. Est-ce que tu as déjà eu des remarques désobligeantes parce que, justement, tu travailles dans un milieu exclusivement féminin? Alors, exclusivement féminin, oui, mais c'est surtout lié à ce dont on parle. C'est-à-dire, comme on parle de femmes enceintes, grossesse, maternité, éducation, et on parle des jeunes enfants, j'ai souvent des remarques, et je vais te dire, c'est même ma femme qui a plus souvent des remarques que moi. Parce que moi, les gens, tu sais, on vient jamais en face te dire les choses. Mais ma femme a régulièrement des remarques de gens qu'elle va croiser, qui, quand ils vont dire ton mec fait quoi, etc., elle va dire il bosse à la maison des maternelles. Et il y a des blagues, on est entre la blague un peu lourde du genre ah ouais, donc ton mec, c'est un émasculé, quoi, si tu veux. Je sais pas, ah ouais, du coup, c'est lui qui change les couches. Tu vois, il y a vite un lien avec la virilité parce que tu vas changer. C'est lui qui change les couches, comme si c'était déjà un truc extraordinaire. Mais en fait, ça existe, ça. Et je vais te dire,
ma femme est tout sauf un petit oiseau fragile qui se laisse faire, donc généralement elle les reçoit, elle les défonce et en 2 secondes ils ont compris que c'était débile. Mais ouais, ça existe. Mais toi personnellement t'as... Si, je reçois, mais moi en fait ce qui est marrant c'est qu'on me dit toi tu fais une émission qui parle au bébé, ça va, tu te fais pas chier de parler au bébé et tout. Et les gens, putain, vous avez rien compris quoi, on parle pas au bébé. Les maisons des maternelles, on parle essentiellement aux femmes, mais aussi aux hommes qui vont devenir parents, qui viennent de devenir parents pour leur donner des conseils pour être des bons parents. A priori, ça concerne beaucoup de monde. A priori, ça commence énormément de monde. Ouais. C'est marrant, Pierre Arditi est venu dans notre émission pour parler d'une lecture, etc. Il a commencé comme ça en disant je suis ravi de venir dans cette émission qui parle au bébé. Alors c'était Pierre Arditi, tu vois, j'ai rien osé dire. Je me suis dit, c'est une autre génération, c'est ça. Ouais, c'est une autre génération. Non, on parle pas au bébé, Pierre. Mais moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est-à-dire qu'on peut me faire autant de réflexions. J'ai aucun problème avec le fait que t'es à l'aise dans ton choix en fait. Très à l'aise, ouais, même très à l'aise, puis c'est une fierté. Je vais dire, plus je peux continuer cette émission, plus je vais le faire. J'adore, franchement, c'est une des plus belles émissions, je trouve, qui existe à la télé aujourd'hui, donc j'ai une chance incroyable. Et tu sais que dans mon entourage, j'ai commencé à avoir beaucoup de copines qui envisageaient de maman, qui sont mamans, et qui font que me dire la maison des maternelles, ça me fait rêver, c'est trop bien, j'adore. Ma mère, elle regarde tous les matins, vraiment. Ah ouais, c'est incroyable. Moi, je regarde en replay, mais je regarde pas le matin en direct. Et donc, elle m'envoie à chaque fois, regarde, ils ont dit ça. Donc, c'est marrant, je trouve que ça fait rêver beaucoup de générations, en fait. Et je crois aussi que vous touchez les générations de celles de ma maman, qui n'ont pas eu toutes ces informations plus jeunes et qui se régalent à se dire... ça les replonge, je pense, tu vois. C'est vrai qu'on reçoit souvent de messages, d'ailleurs des lettres souvent écrites. C'est rare de recevoir des lettres, mais on reçoit des lettres de grand-mère qui disent si à l'époque j'avais su. Ce qu'on sait maintenant, ce que Catherine Guéguin qu'on a reçue, toi tu as fait un podcast merveilleux avec elle, tout ce qu'elle dit sur les neurosciences et la place accordée aux émotions, etc. C'est vrai que toute la génération de nos parents, ils n'avaient pas ces informations-là. Donc il y avait ceux qui le sentaient, et il y avait ceux pour qui c'était pas inné, qu'un tout petit bébé ne faisait pas de colère, des choses comme ça. Et c'est sûr que ça, on a une mine d'informations pour nous, les parents de notre âge, clair, qui est merveilleuse. Non mais je dis que c'est cool ce que vous faites rêver. Tu as plusieurs strates de génération et c'est tout le monde. Alors justement, tu parles un peu de bienveillance de la super interview que tu avais fait avec le docteur Guéguin. Tu as écrit 2 livres, donc un sur le cahier du nouveau papa, quoi, en gros, pour un peu aiguiller les jeunes, et un autre sur l'éducation bienveillante. Et j'avais beaucoup rigolé. Je sais pas si c'était une vidéo dans les maternelles où tu dis ça, où tu disais que tu croyais que c'était un truc un peu bobo. Tu dis ça par provoque ou tu vraiment, tu pensais ça? Ouais, bien sûr. En fait, on dit déjà le mot bienveillante, c'est un mot qui paraît nénuche, quoi, un peu. On dit bienveillante, imagine le gars, ouais, ça va, ça passe. Et donc, éducation bienveillante, pour moi, c'était le truc des bobos, genre les bobos parisiens, mais genre des beaux quartiers parisiens, c'est-à-dire ceux qui ont, par essence, ceux qui vont jamais élever la voix, mettre aucune limite à leurs enfants, évidemment manger bio, si possible végétarien, tu vois, le cliché. J'étais là-dedans. Vos petits marchés. Ouais, petits marchés. Enfin, ce que je fais par ailleurs, d'aller au marché avec les enfants, mais bon, je suis sûrement un peu bobo. La première bienveillante, je pense, c'était Maria Montessori. Ça date d'il y a un siècle, donc c'est pas du tout un truc nouveau. C'est juste qu'on a mis un mot sur ce qui existait déjà. L'éducation bienveillante, pour moi, c'est uniquement considérer que l'enfant est en termes de personne égale à toi. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'il va imposer sa loi autant que toi, tu vas imposer ce qu'il faut faire. Et à partir du moment où tu as ça, en fait, c'est juste du bon sens. Tu ajoutes à ça pas de violence verbale ou physique, ce qui paraît quand même plein de bon sens, mais je pense qu'il faut le rappeler. Même si ça aussi, on pourra en parler, parce que j'ai des copains qui j'en parlent. Je te poserai la question après, justement, sur tes relations avec ton entourage. Ouais, parce que quand tu donnes des leçons sur la bienveillance, après tes potes, tu te retrouves en soirée, ils disent ouais, moi je lui mets des fessiers de temps en temps. Tu dis là, ouais, enfin moi je vais pas te juger non plus. Chacun fait aussi comme il peut, bien sûr. Ouais, pour moi c'était le truc de bobo. Quand j'ai commencé à m'y intéresser, plus à l'éducation positive, qui est un peu une nuance, mais qui en découle. En fait, je me suis rendu compte que ça te donne des clés pour vachement mieux gérer avec tes enfants. Moi en tout cas c'est ça. Pour vachement mieux gérer, moins péter les plombs, parce qu'évidemment tout le monde pète les plombs quand t'es parent. Mais il y a des astuces très concrètes à mettre en place. J'ai un exemple que je donne souvent et qui moi m'aide beaucoup. J'avais trouvé ça dans un livre de Béatrice Sabatier que je vous recommande, qui est formidable. Elle est sur l'éducation positive. L'exemple de la douche. Tu dis allez c'est l'heure de la douche. Ton gosse forcément il dit non j'ai pas envie. Et quand il a 3 ans j'ai pas envie, etc. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit tu le prends de force un peu, tu le déshabilles de force, tu gueules, lui s'énerve, il pleure, il finit dans la douche, c'est une catastrophe, ou toi. Soit tu fais un truc que j'adore, ça s'appelle la manipulation. C'est-à-dire tu lui dis viens on va dans la douche et il faut que je te raconte un truc de malade mental qui m'arrive aujourd'hui. Tu sais pas ce qui s'est passé, alors tout de suite il arrête de penser au fait qu'il veut plus de douche. Il dit vas-y enlève ton pyjama, enlève ton haut, etc. Viens on va dans la douche, je fais couler l'eau pendant ce temps. Non mais c'est un truc t'imagines pas. Là dans ta tête faut que t'inventes un truc.
faut être voilà. bon quand même. Faut être bon, mais en fait, avec les enfants, tu peux facilement les faire rêver. Et c'est un peu ça, pour moi, le symbole d'éducation bienveillante. En 2 secondes, ton gosse, il est dans la douche. Toi, tu lui racontes une histoire marrante, t'inventes. Tu peux même te marrer avec lui, etc. En 2 secondes, il est douché, bien peigné, en pyjama, il a ses chaussons, il n'y a pas eu de crise, c'est désamorcé, il peut rejouer. Franchement, t'adaptes ça à beaucoup de situations du quotidien. Même le matin, quand il les prépare pour aller à l'école, au moment d'aller à la table, etc. En trouvant des petites astuces bienveillantes, franchement, ça te facilite la vie. Moi, ça me facilite la vie depuis que je me suis intéressé à ça. Et c'est pas du tout un effort que de faire ça. Je te dis pas que je gueule pas. Par ailleurs, parce que comme tout le monde, tu vois, quand t'es crevé, t'en peux plus, tu gueules. Mais c'est des petites astuces, chacun peut prendre son petit truc et ça t'aide vraiment, quoi. Il y a pas très longtemps, dans un podcast qui serait, je crois, avant toi, j'ai interviewé une psychologue spécialisée des enfants et je lui disais c'était quoi la question. La question c'était c'est quoi un bon parent? Et elle me dit en fait un bon parent c'est quelqu'un qui sait s'excuser quand il pète des plombs. Ouais, c'est pas mal. Et je trouvais que c'était bien parce que un bon parent pète des plombs. Ouais. Parce que c'est un être humain, mais celui qui sait revenir s'excuser et poser des mots sur ce qu'il a ressenti et dire bah voilà ça c'est un bon parent. Ouais, je suis d'accord avec. Mais alors, je suis complètement d'accord avec ça. Un parent est faillible par définition. Après, il faut mettre ta fierté dans ta poche. Hein. Tu sais, quand t'as gueulé pour un truc et que tu te rends compte qu'en fait, il avait raison, que t'as gueulé pour rien. Ouais, mais non, en fait, oui, il faut le faire. Ta grande, elle a 7 ans. Ouais. Elle est fière que papa travaille à la maison des maternelles. Elle s'en rend compte. Je crois qu'elle s'en fout un peu. Elle comprend pas du tout. Ouais, puis comment dire, je lui fais pas regarder. Logiquement, elle est à l'école quand tu non, mais tu vois, le soir ou quoi, on va surtout pas lui dire. De temps en temps, elle me dit que quand elle va chez une copine, que sa maman lui dit j'ai vu ton papa, c'est marrant, etc. Mais elles sont. Puis tu sais comment c'est à cet âge-là, ils commencent un peu, les enfants, à avoir un peu honte des parents. Ça vient vite, hein. Moi, Ah ouais, 7 ans. Là, tu rigoles parce que ta fille est petite, mais tu vois, ça vient très vite. Et donc, en fait, non, il n'y a pas de fierté à avoir un papa qui porte ces questions-là. En plus, pour elle, les questions de parité, tout ça, c'est intégré. C'est logique, ouais, c'est vrai. Parce qu'elle elle est évidemment élevée là-dedans. En revanche, ouais, ça, je pense que c'est un truc qu'on doit tous faire, c'est vachement sensibiliser nos enfants à toutes ces questions de parité, d'égalité, etc. Et donner des armes à nos filles pour leur faire répondre à ces situations qu'elles vont sans doute, auxquelles elles vont être confrontées dans leur vie. C'est important dès le plus jeune âge, je pense, et à nos fils aussi. Surtout, non? Ouais, les deux en fait. Ouais, je pense que c'est à nos fils régulièrement les interroger, les questionner sur. Tu sais, il y a un truc qui est pas mal, c'est tu dis à ton fils, mais pourquoi est-ce que selon toi, dans beaucoup de familles, c'est les mamans qui font à manger et la vaisselle et pas les papas? Et t'écoutes leur réponse. Et un petit garçon de 3 ans, il sera scandalisé. Il dit mais c'est pas normal, les mamans, il n'y a pas de raison, etc. Et en fait, il faut perdurer là-dessus. Je sais pas à quel âge ils le perdent, ça, mais un enfant, quand il naît, qu'il soit garçon ou fille, par essence, il est paritaire. Il n'y a pas de différence avec les filles, sauf sur le rose. Alors, le rose, je comprends pas, mais ça, j'essaie d'expliquer à mon fils que le rose, pourquoi ce serait une couleur de fille, même si je suis pas spécifiquement attiré par le rose, mais juste pour voir ce qu'il répond. Et ouais, non, ça c'est mort. Bah, montre-lui les maillots du Stade français. T'as raison. Peut-être que ça peut. Ou le PSG en foot aussi. Il y a des fois, tu vois, ou les crampons roses, là, c'est à la mode. Hein. C'est vrai. Là, on parle de sexisme, un peu de clichés. Tu as une rubrique dans la maison des maternelles où tu parles beaucoup de charge mentale. J'aime vraiment comment tu en parles parce que je trouve que c'est très drôle. Mais en même temps, le message, il est fort derrière. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de parler de ça? Ça aussi, je crois que c'est assez récent qu'on parle de la charge mentale. Parce qu'en fait, je pense que la charge mentale, c'est un truc qui t'épuise sans vraiment que tu réalises que ça t'épuise. C'est-à-dire que jusque-là, on parlait surtout de la répartition des tâches ménagères, où évidemment ça t'épuise parce que c'est crevant de se taper tout le sale boulot, c'est chiant. C'est chiant, enfin c'est pas valorisant, il y a rien. Enfin, je veux dire, personne n'aime faire la vaisselle. Mais ça, c'est intégré, si tu veux, que celui qui se la tape, il se tape le sale boulot, etc. La charge mentale, c'est la question de prévoir. En fait, c'est ce que tu as dans la tête qui va t'épuiser aussi, sans forcément que tu t'en rendes compte. Et j'ai remarqué dans les couples, c'est généralement assez mal réparti. La plupart du temps, c'est pour les femmes, mais il y a aussi des hommes qui ont la charge mentale, mais c'est rarement 50-50. Et donc la charge mentale, c'est tu te réveilles le matin et tu penses au rendez-vous chez le pédiatre, chez le dentiste, il faut aller faire des courses parce que machin, dans 3 jours, ma fille va à un anniversaire, il faut que j'achète un cadeau, et ça, il faut que je rachète des fringues, etc. Et donc c'est tout ce dont à quoi tu dois penser, sachant que si tu ajoutes en plus à ça le fait que tu bosses et donc tu as aussi la charge mentale professionnelle, etc. En fait, t'imploses. Tu te lèves le matin, si tu as toutes ces pensées, t'imploses. Et en plus de ça, comme je pense, il y a beaucoup de parents aujourd'hui, je pense beaucoup de mères surtout, qui se mettent beaucoup de la pression pour être des mères parfaites, pour être tout ça. Du coup, je pense que dans la charge mentale, on va englober, ou ces femmes-là vont englober des choses où elles pourraient un petit peu laisser aller. Je pense que c'est pas grave si c'est un peu le bordel à la maison.
Je pense qu'il faut aussi lâcher là-dessus, notamment quand tu viens d'avoir un bébé. C'est pas grave si ta maison, elle ressemble pas à la maison. Surtout quand tu viens d'avoir un Ouais. bébé. C'est pas grave si tu manges pas que des légumes bio, cuits à la vapeur, faits maison et de saison. Je pense que beaucoup de gens, au moment où ils deviennent parents, se mettent une pression de dingue pour être parfait à tous les plans. Et c'est très compliqué. Donc je pense déjà t'allèges la charge mentale si t'acceptes l'idée que sur certains trucs, tu vas pas être comme on dit dans la maison des maternelles. On s'y interroge nous là-dessus, sur le rôle qu'on a là-dessus. Ah ouais, c'est intéressant. Parce que nous, on va souvent recevoir des gens qui vont dire voilà l'idéal sur plein de questions, sur la nutrition, sur la répartition des tâches ménagères, sur l'éducation bienveillante, pas gueuler, etc. Ça met une pression quand même. On s'interroge souvent là-dessus. Je pense que c'est aussi aux gens de prendre les 2-3 trucs sur lesquels ils veulent insister dans cette charge mentale, donc les choses qu'ils ont besoin de prévoir pour que ça se passe le mieux possible, et de lâcher du lest sur le reste. Moi, je sais très bien lâcher du lest maintenant sur des choses. Et je pense qu'il faut. Parce que toi, est-ce que tu as eu la sensation de vouloir être le père parfait ? Ouais, vachement. Ça, j'ai quand même l'impression que c'est partagé par beaucoup d'hommes de notre génération. Ah ouais ? Ouais. Sensibilisés à ces questions, où on a tellement entendu parler d'hommes qui en branlent pas une, qu'on se dit, moi, il est hors de question que je devienne comme ça. Et comme tu entends aussi dire que souvent l'homme devient comme ça à partir du moment où il devient père, tu te dis, mais si ça se trouve, ça va me tomber dessus, je vais devenir un gars qui en fout pas une. Enfin, moi, c'était un peu ce que je me disais. Et ouais, père parfait, parent parfait, en fait, au-delà de père. Mais vouloir assurer surtout, tout le temps, être présent, être machin, du coup, ouais, je me mettais un peu la pression. Et ça t'a pris combien d'enfants pour enlever cette cape du père parfait ? Je pense que j'y travaille encore. Ah ouais, d'accord. Je crois que c'est à vie. Je crois que c'est à vie. En même temps, mieux, c'est-à-dire que tu tends vers quelque chose est positif. Mais c'est marrant, on parle du père parfait ou la mère parfaite. C'est un peu le syndrome du champion olympique. Ouais. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que les champions olympiques, ils ont tout un staff autour, ils ont tout un entourage qui est là pour les aider. Il y a un plan d'entraînement, ils sont pas seuls. Ouais. Et nous, les parents, souvent, on est très seuls. Et on se met une pression de malade en voulant être... Mais on n'a pas l'équipement adéquat. T'as raison, il faudrait une équipe, un staff. Mais c'est ça, en fait. Non, mais c'est vrai. Pour moi, c'est le constat que j'ai fait, que ça se prépare en fait de vouloir atteindre pas la perfection mais un idéal. Ouais. Et c'est pas seul. Et en plus si tu veux être conseillé, généralement le risque c'est d'aller vers les mauvaises personnes, d'être conseillé soit par tes parents ou tes beaux-parents, soit par des copains qui eux-mêmes ont vécu une aventure, et toi t'es pas toujours prêt à accueillir les conseils de ces personnes-là. Il y en a pour qui les parents apporteront de très bons conseils, d'autres les beaux-parents, d'autres les copains, mais il y a aussi des gens, moi je sais que moi je vais pas donner de conseils à mes copains en fait. S'ils viennent m'en demander, je vais en donner. Mais en revanche, je vais pas venir en disant écoute, moi j'ai 3 enfants, je vais t'expliquer comment il faut faire, parce que c'est insupportable. Quand moi-même j'ai eu ma fille au début et que des gens qu'on connaissait, je vais sûrement pas te dire ici, mais venez nous dire fais comme ci, fais comme ça, ah tu fais ça mais t'es un dingue, ça me rendait ouf en fait. C'est bon, je suis autant père que toi t'es père, fous-moi la paix. Puis chaque enfant est différent. Chaque enfant est différent, mais il y a aussi après ton ego qui en prend un coup, tu sais, il y a un tel chamboulement, on en revient à la patrescence ou la matrescence pour les femmes. Tout est chamboulé en toi, ton ego en prend un coup, tu sais plus exactement qui t'es, vers où tu vas, etc. Donc les conseils de certains vont mal passer alors que d'autres passeront mieux. Et ouais, mais bon, il faudrait quand même une équipe de coach, t'as raison. Mais ça m'intéresse que tu dis, tu sais plus vraiment qui t'es. Donc toi aussi, t'as eu parce que la matrescence est vraiment liée au changement d'identité. Donc ma place dans le monde, ma place dans ma famille, à mes parents, qui je suis maintenant que je suis mère, quoi. Et toi, en tant que père, t'as ressenti ça ? Ouais. Ah, c'est intéressant. Qui je suis, il y avait aussi la notion de... T'es plus enfant, en fait. Tu deviens toi-même adulte au moment où tu deviens parent. Et du coup, moi, je pense qu'il y avait aussi paradoxalement des questions sur la mort qui sont arrivées à ce moment-là, pas tout de suite si tu veux, mais j'ai commencé un peu à m'interroger en fait, à te dire ok, t'es plus le petit, t'es plus celui qui vient de naître, t'as donné naissance t'es plus celui qui vient de naître, t'as donné naissance toi-même, donc si tu veux la logique fait que c'est plus je dis pas la logique fait que tu vas crever demain, mais non mais dans la généalogie, généalogie t'es plus tout en bas de l'échelle, quoi, t'avances. Et donc c'est aussi une période où j'ai commencé à m'interroger un peu là-dessus. Après qui j'étais, quel père je suis, quel enfant j'ai été aussi. Je trouve qu'en devenant parent, je sais pas si toi ça t'a fait ça, tu te revois trop de situations où quand t'étais gosse, tu rejuges aussi différemment tes parents, hein. Je trouve que tu gagnes vachement en clémence vis-à-vis de tes parents. Ou quand t'étais ado, moi quand j'étais ado, de temps en temps je les faisais un peu chier, je crois. Sur le moment je me rendais pas compte. En devenant parent moi-même, je me suis dit ouais, mais si mes enfants me font ça quand ils seront ados, comment je vais réagir, comment je vais faire pour pas péter un câble.
Et j'ai pas encore la solution. Ils sont pas encore ados. On C'est verra pour ça. bien. On en a un tout petit peu parlé. Est-ce que depuis 3 ans que tu travailles à la maison des maternelles, tu as ton entourage proche, donc tes amis pères, viennent facilement vers toi pour te poser des questions? Est-ce que ça libère une certaine parole? Parce que je sais qu'entre hommes, elle est beaucoup moins libérée, la parole. Ouais, c'est marrant, elle est libérée sur... En fait, on va parler de plein de trucs entre mecs, entre copains, sans tabou, mais on va jamais au fond des sujets, je trouve, entre mecs. Le meilleur exemple, c'est quand même les relations de couple ou le retour à la sexualité après l'accouchement. C'est-à-dire que tu vas en parler, mais en mode vanne un peu graveleuse. Tu vas jamais te dire, écoute, toi, t'as mis combien de temps avant de reprendre une sexualité? Et tu sais, concrètement, comment t'as repris pour pas faire mal? Comment vous avez fait pour vous retrouver et tout? Jamais, en fait. Ah ouais, jamais t'as eu une franche discussion là-dessus? Non, concrète, si tu veux. Alors que j'ai l'impression que pour les nanas qui sont proches, copines, elles vont plus facilement pouvoir en parler. Peut-être que je me trompe, j'en sais rien, mais il y a une pudeur chez les mecs là-dessus, et qui est plus... Toi, tu voudrais en parler? Je sais pas si toi je serais aussi t'aurais hyper à cette l'aise. pudeur. Ouais, c'est avec mes potes, je te parle. Après, on peut dans une émission en tant que journaliste, tout sera plus simple. Mais en revanche, si un pote me dit toi-même, t'as fait comment? Je sais pas si je serais hyper à l'aise pour en parler. D'accord. Mais d'ailleurs, juste avant qu'on commence ce podcast, moi je t'ai dit, je te préviens, il y a un truc sur lequel je suis pas à l'aise, c'est de parler de mes enfants. C'est un peu la même chose. Et peut-être toi, tu le remarques quand tu rencontres des mecs et des nanas. Est-ce que les mecs sont moins à l'aise pour parler des choses intimes et de leurs enfants? Oui, complètement, complètement. Et c'est pour ça que j'aime bien quand je pose au papa la question de est-ce que vous en parlez entre hommes, parce que je suis fascinée par le peu de discussions que ça soulève, la parentalité. Alors si, ça en soulève quand même. Ça en soulève sur les galères. Et toi, tu fais comment la nuit? Comment je sais pas, tu lis une histoire, tu vois, des choses comme ça, mais qui n'engagent pas qui t'es toi en tant qu'homme. Oui, exactement. C'est plus ça, parce que moi, le chamboulement de devenir mère, ça a été un tourbillon. Chez mon mec, pas du tout. Ouais. Donc déjà, moi, j'ai une incompréhension entre lui et moi sur ça. Et je lui dis à chaque fois, est-ce que tu discutes avec tes... Non, on n'en parle pas. Ok. Après, peut-être qu'il en parle, mais qu'il le garde pour lui aussi. Ouais, je suis pas sûre. Je pense que juste, c'est pas un sujet de discussion pour l'instant, en tout cas. Qui est... Peut-être qu'au bout de 3 enfants et 7 ans après, ça le serait, tu vois. Après, je trouve qu'on se donne des conseils. Entre hommes. En tant que mec. Mais toi, ton statut du fait que tu es un journaliste qui parle de parentalité, est-ce que tu as la sensation que le regard autour de toi, il a changé? Le regard, ouais, sans doute. Je te dis, moi, j'essaie de surtout pas donner de leçons à mes proches. Genre, tu leur offres le livre tranquillement, tu dis rien. Après, je sais qu'on avait fait pas mal d'émissions sur la fessée, les violences éducatives, ce qu'on appelle. Et après ces émissions-là, là, j'avais reçu quand même plein de potes qui venaient me dire ouais, d'accord, j'ai vu ce que tu dis, etc. Moi, je donne de temps en temps des fessées ou des tapes sur la main. Rien de terrible, si tu veux, la petite tape sur les fesses. Moi, je dirais pas que c'est un terrible, mais... Non, mais ce que je veux dire, oui. Ça me fait mal au cœur pour les enfants. Bien sûr. Mais moi aussi, mais sauf que quand c'est un pote à toi, un proche qui vient te dire, moi, de temps en temps, quand vraiment je donne une petite fessée et tout, tu vas pas dire, mais attends, c'est atroce ce que tu fais, tu vas finir en tôle. Tu peux pas. C'est compliqué. Ah, c'est compliqué, je suis d'accord. C'est compliqué. Et moi, j'ai jamais donné la moindre fessée, petite tape, rien du tout à mes enfants. Je le ferai jamais. Et mes parents l'ont jamais fait. Donc je sais aussi que pour moi, c'est plus facile que pour d'autres. Je suis d'accord. Moi, j'ai jamais eu ça. Quand un pote vient me raconter, j'ai un copain qui se faisait frapper par son père. Violent. Vraiment le truc bourrin. Et donc, il m'a raconté un coup ça, à quel point c'était violent, etc. Et lui, il dit qu'il n'arrive pas à se contrôler quand ses enfants lui poussent à bout. Et que, alors, il les dérouille pas, si tu veux, mais il a ce réflexe des fessées. Et pour lui, c'est... Et tu sais, quand il me demandait pas ce que j'en pensais, mais tu sentais quand même qu'il me le racontait pour que je lui dise, vu ton histoire... il y a un cheminement. Ça se comprend. Voilà, ça se comprend. Et en vrai, je le comprends. Et surtout, je me dis, lui est 1 million de fois moins violent qu'était son père. Donc j'imagine que ses enfants, à lui, seront 1 million moins de fois violents. Et du coup, tout doucement, dans cette famille-là, l'héritage de la fessée, on va le perdre. Puis donc, déjà, il se questionne. Et il se questionne. Et il culpabilise. Je suis pas sûr que son père culpabilisait. La vidéo que vous avez faite avec le docteur Catherine Guéguin, qui est très courte mais géniale, elle est vue 2 millions de fois. Est-ce que tu leur dis pas, bon, je te donne pas conseil, mais regarde par exemple ce qu'elle dit? Si, sur Guéguin, vachement. Et d'ailleurs, sur ton podcast, je l'ai aussi beaucoup dit. Parce qu'en fait, elle culpabilise pas. Mais en fait, elle t'explique avec des mots simples pourquoi... c'est inefficace. Pourquoi c'est inefficace. Parce qu'en vrai, c'est inefficace. Et même de gueuler un bon coup... De temps en temps, ça rapporte du calme et ça va à toi de faire du bien. Mais voilà, c'est ça, c'est efficace pour toi. Toi, ça te fait du bien, mais en fait, tu règles pas le problème de fond. Et je crois que frapper, je pense que toutes les études scientifiques
Et puis personne viendra jamais, je pense, t'expliquer que depuis qu'il frappe son gosse l'écoute mieux. Ou alors si, mais c'est à la militaire, c'est le temps des choristes des années 60. Et Si, les enfants, ils ont peur des parents. C'est voilà, surtout ça. et voilà. Et est-ce que c'est un idéal ? Est-ce que toi, t'aurais envie que tes enfants aient peur de toi ? Je suis pas sûr. Hein. Non, je pense pas, mais j'espère qu'il y a plein de parents qui se posent des questions dans ce sens et qui évoluent. Et en vrai, de plus en plus. Et alors, si tu compares, il y a l'INA qui a ressorti des vidéos des années 60 où ils allaient interroger des hommes dans la rue et ils disaient « Est-ce que vous frappez votre femme ?» Ouais. Et les mecs, ils sont détentes. Hein. Ils disent « Ouah, de temps en temps, quand elle me fait chier... » Puis elle le mérite. Mais elle le sait très bien et elle m'en veut pas. Tu dis « Ah, c'était il y a pas longtemps, c'était il y a 50 ans, c'était peut-être des années 70. » C'était il y a pas très longtemps. T'imagines aujourd'hui un micro-trottoir sur France 2 ou TF1 où t'entends des gens qui te disent ça ? Non, c'est insensé. Donc je me dis, comme aujourd'hui les micro-trottoirs sur la fessée disent à peu près la même chose, c'est-à-dire je mets des fessées de temps en temps, sans doute que ta fille plus tard, quand elle fera un podcast, elle racontera ça et ce sera plus un sujet. Plus personne frappera comme en Suède, plus personne frappera ses enfants. Mais c'est ça qui est fou de se dire qu'il y a des pays, on va avoir 50 ans de retard sur certains pays. Ouais. Moi, quand on sait, c'est dur. Mais bon. Alors, est-ce que pour un homme, c'est difficile de jongler entre sa carrière et sa paternité ? Là, tu vois, je viens de faire 2 épisodes sur maternité et carrière. Et il y a beaucoup de débats autour de ça. Chez les hommes, ça se passe comment ? Je pense... alors, je pense que c'est beaucoup plus simple que pour les femmes pour plein de questions. Pour l'évolution de la carrière, c'est plus simple. Tu t'arrêtes pas 3 mois. Dans l'imaginaire de beaucoup de patrons, l'homme, il posera moins de jours d'enfants malades et il partira moins tôt, etc. Ça, c'est une certitude. Mais sur un autre sujet, c'est plus compliqué que pour les femmes. Ça va faire réagir ce que je dis. Je sais, mais je suis convaincu de mon truc. Moi, je travaillais avant dans une radio où... j'ai été amené, franchement, 10 fois à refuser des missions ou des départs en reportage ou des choses comme ça parce que j'étais un jeune père ou parce que ma femme était enceinte. J'ai notamment refusé un moment, il y avait un truc, c'était les élections municipales les dernières, où il était question qu'en gros, 2 jours par semaine pendant 3 mois, je sois dans différentes villes de France pour des débats, etc. Et je suis allé voir mon patron de l'époque, qui n'était pas Marlène Schiappa compatible, si tu veux, sur ces questions. Et je suis allé le voir et je lui ai dit, écoute, moi je vais refuser d'aller 1 fois par semaine à Marseille, à Strasbourg, à Bordeaux, tout ça. Et il m'a dit, pourquoi ? Et j'ai expliqué, j'ai dit, écoute, j'ai un enfant qui est en bas âge, je vais avoir bientôt un 2e, et moi je veux pas du tout, 2 jours par semaine, ne pas être là. Et franchement, c'est jamais passé. C'est-à-dire que il a pété un câble. Il a pété un câble. Sur le coup, il m'a dit, ok, je comprends. Je suis sorti de son bureau, j'ai senti qu'il était vénère, mais je me suis dit, après tout, c'est pas grave, dans la vie, il faut aussi assumer, etc. Il a convoqué mon N+1, tu vois, pour lui dire, mais attends, pour qui se prend ce gars ? C'est la première fois qu'on me fait ça. Et après, j'ai eu des mesures de rétorsion très fortes. C'est-à-dire que, sans entrer dans les détails très concrets, mais j'avais une chronique, machin, qui m'a sucré. L'évolution de carrière et d'argent, derrière ça, il n'y en a pas eu. Il me l'a reproché 1 an après, quand je lui ai demandé, j'aimerais bien évoluer, je lui proposais un truc, et il m'a dit, ouais, mais est-ce que je peux compter sur toi ? Je me souviens encore que l'an dernier, t'as refusé et tout. Et en fait, je pense que une femme qui serait allée le voir en lui disant, écoute, tu sais que je viens d'avoir un bébé, et voire même je suis enceinte, mais même sans être enceinte, j'ai un enfant qui est en bas âge, je me dis qu'il aurait peut-être réagi comme ça. Mais là, le fait que ce soit un homme qui vienne lui dire, je pense que le gars, il se disait juste, mais dans quel monde on vit, quoi ? C'est un mec qui bosse 14 heures par jour, qui est au travail tout le temps. Pour lui, le modèle du jeune père qui rentre le plus tôt possible pour s'occuper de ses enfants, je pense qu'il percute pas. Ou alors il se dit, mais c'est pas un vrai mec, tu vois, ou j'en sais rien. Tu rentres pas dans les cases, en fait. Tu rentres pas dans les cases. Et ça, moi, je l'ai subi. Ce truc, du coup, j'ai quand même vachement réfléchi. Et en fait, je pense que c'est à nous les pères aussi de faire ça. C'est-à-dire que nous les pères, il y en a quand même plein, il faut pas se voiler la face, il y a quand même plein de pères qui veulent être investis, qui veulent être là pour les premières années de leurs enfants, etc. Professionnellement, il faut assumer, il faut prendre son courage à 2 mains, il faut aller voir le patron et dire, je peux avoir un rendez-vous, voilà, ma femme est enceinte, elle va accoucher, je vais prendre le congé pat, je te préviens, je rentrerai plus tôt les soirs. Ou je veux plus être envoyé 1 semaine à tel endroit pour des réunions, etc. J'imagine que pour toi ça va être un problème, mais il faut que tu l'acceptes, il faut l'assumer. Il peut pas te virer pour ça. C'est compliqué dans plein de boîtes, j'en suis conscient, mais c'est aussi à nous de faire avancer les mentalités comme ça, à notre niveau, à nous. Et je sais que moi, dans cette boîte où j'étais, j'ai ouvert une forme de brèche. Parce que du coup, je l'ai évidemment raconté à tout le monde, je ne l'ai pas gardé pour moi. Et du coup, il y a plein de jeunes pères qui, dans la foulée, ont osé aussi aller dire moins de reportages, moins de trucs, moins de machin. Mais tu sais, ça, pour moi, ça tend vers l'égalité. Parce que si vous vous dites ça, ça légitime le fait que nous, on puisse le dire aussi. Parce que sinon, nous, on est tout de suite collé l'étiquette. Ah, elle nous fait chier là. Tu seras plus la chieuse qui alors... part 3 mois ou qui rentre tôt ou qui ne peut pas être en réunion à 19h. Ouais, ou qui n'a pas envie de partir 2 jours en reportage. Parce que là, on parle de notre métier, on sait les contraintes que ça peut amener. C'est difficile, le journalisme, pour la vie de famille. C'est très difficile que ce soit compatible. D'ailleurs, il y a eu des assises
crise du journalisme il n'y a pas très longtemps, prenons la une, sur le fait qu'il y a beaucoup de discrimination, malheureusement, dans le journalisme. Et moi, ça me rend dingue ce que tu dis, parce que c'est nous, les médias, qui faisons un peu l'actualité. Et on est en retard. Hein. On porte ces sujets en mode donneur de leçons des fois, alors qu'en interne, et toi et moi on le sait très bien, on est en retard complètement et on discrimine beaucoup, malgré ce qu'on fait croire. Je cible pas le 20h ou je sais pas quoi, mais je veux dire dans les grands médias nationaux. T'as beaucoup eu de chefs femmes, toi, dans ta carrière? Non, moi je suis dans le journalisme de sport, non. Dans le journalisme sportif, il y en a pas Zéro. beaucoup. Et alors à France 5, c'est différent. C'est que des femmes qui dirigent, donc je suis très tranquille pour en parler. Moi, j'ai rarement eu des femmes vraies patronnes. Il y en a de plus en plus, mais grandes patronnes, et voire même les rédactrices en chef, etc. Ça reste essentiellement des hommes, avec leur prisme des hommes. Tout le débat sur MeToo, je trouve qu'il y a des médias qui ont mis vachement de temps à aller dessus. Parce qu'ils font partie du système. Soit parce qu'ils font partie, soit aussi parce qu'ils minimisaient, je pense. Où ils se disaient, bon, ok, il y a telle nana qui a une main au cul, tu vois. Des blagues comme ça, t'as dû en vivre, toi, en conférence de rédaction. Ouais, elle a une main au cul, pourquoi elle se plaint. Je dis pas du tout que c'est tout le monde, hein, parce qu'il y a quand même... Les journalistes, c'est quand même un métier noble, t'as quand même plein de gens qui ont conscience de ces sujets. Mais ça existe encore beaucoup. Et Adèle Haenel, enfin, je sais pas si t'as regardé sur Mediapart. Si, bien sûr. Moi, j'étais scotché de son témoignage, la force de tout ce qu'elle dit, etc. C'était un soir, je crois que c'était un mercredi soir que le Mediapart met en ligne. Franchement, j'étais sur le cul de sa vidéo. Je lis le dossier de Mediapart qui, pareil, est hyper intéressant parce que c'est... Oui, c'est très étayé comme... C'est très étayé, ils décrivent toute l'emprise supposée de ce gars sur elle, etc. Et puis, bref, ce que les parents aussi, la manière dont ils l'ont vécu et tout. Et le lendemain, franchement, dans les médias classiques, il en était très peu question. Alors que sur les réseaux sociaux, c'était... Mais ouais, pour moi, ça devait faire la une, parce que c'est pas... Bien sûr, c'est un cas particulier d'une actrice, etc., qui concerne pas le monde, mais en fait, c'est révélateur de beaucoup de choses. Les choses, elles bougent. L'affaire Weinstein, ça a fait bouger. Moi, je suis sûr que l'affaire Adèle Haenel, ça a parlé à beaucoup de femmes qui ont subi des trucs plus ou moins ressemblants. Et en fait, si les rédactions étaient plus dirigées par des femmes ou des hommes sensibilisés à ces questions, je pense qu'Adèle Haenel, il y aurait plus de gens qui auraient tilté. Il se passe un truc. À ce moment-là, il y avait aussi... C'était Édouard Philippe qui faisait des annonces sur l'immigration, je sais pas quoi, il a reçu un rapport, enfin tu vois le truc, un énième rapport de ministre sur l'éducation. Et ben ça faisait la une, ça, le jour-là. Et ouais, l'immigration, bien sûr, faut en parler, tout ça, je suis d'accord, mais là, tu avais une opportunité en or de parler de trucs qui concernent quand même la moitié des gens dans ce pays, c'est-à-dire les femmes, qui vivent toutes plus ou moins à échelles différentes des questions d'inégalité ou trucs. Et les médias, je trouve, s'en sont pas assez saisis. Et tu sais, dans le podcast que j'ai fait avec le docteur Catherine Guéguin, elle dit qu'il y a un moment, il faut ouvrir les yeux sur le MeToo et les féminicides. C'est parce que l'éducation est à la base de tout et que tant qu'on ne légiférera pas correctement sur les violences éducatives, sur la parité dès le jeune âge, on aura toujours une société comme ça. Donc de ce dont on parle, c'est parce que ça vient de la base et ça vient de l'éducation. Et de l'enfance, malheureusement. Ça vient de l'enfance et c'est à nous, parents, d'en parler un maximum à nos enfants. Enfin, j'y reviens, mais c'est... à nous, parents, d'expliquer aux petits garçons que le non, ça veut bien dire non. Moi, je pense qu'on peut en parler tôt. Ça veut pas dire, on parle évidemment pas d'actes sexuels, mais si le garçon est plus fort que la fille, il peut faire des trucs tout cons, mais tu vas pas taper un garçon, mais tu vas pas taper une fille. Il faut expliquer qu'il y a des hommes qui tapent leurs femmes et que c'est quelque chose qui se fait pas, qui est horrible. Il faut dès le début en parler avec des mots simples, adaptés à l'âge des enfants. Mais c'est aussi comme ça que tu ancres dans la tête des gens que c'est pas normal. Ouais, moi, je sais aussi que je fais un effort. J'ai une fille très particulier sur le fait que son corps, c'est son corps. Elle a que 2 ans, mais elle veut pas. Ouais. Je vais pas lui toucher son corps si elle a pas envie. Et je trouve que ça, on oublie aussi, par rapport aux petites filles, que leur corps, il n'appartient pas à tout le monde. Et malheureusement... T'as raison. Après, je pense que on est tous quand même mal à l'aise pour parler de ça avec nos enfants. Parce que sans doute qu'on a grandi dans la même génération, toi et moi, où c'était un peu tabou. T'as eu des cours d'éducation sexuelle ou trucs comme ça, toi, au lycée c'était un peu non, en biologie, gênant. Mais c'est... Oui, bien sûr. Où t'avais un cours avec une sombre nana, qui venait t'expliquer pourquoi il faut mettre des préservatifs, ça faisait des blagues. Mais en fait... Mais c'est pas la réalité du fond du problème, quoi. T'es pas dans le fond du problème, et puis je sais pas, c'était mal fait. Moi, j'ai un souvenir, on était genre toutes les classes de 3e ensemble dans une sorte d'amphi. Donc t'imagines déjà 3e, tout est gêné, tu vois, on te parle de ça, toi t'es gêné. Plus 150 débiles, parce qu'en 3e on est débiles, enfin moi j'étais débile et tout. Bah forcément ça te prête pas à réfléchir. Je sais pas, moi à l'école, il faut faire des petits groupes, des ateliers. Ouais, je suis d'accord. Des choses comme ça. C'est clair. Qu'est-ce que tu dis aux pères qui pensent encore malheureusement que s'impliquer dans les premières années de la vie d'un enfant, ça sert à rien, que c'est réservé aux femmes?
il y a une question qui était posée dans le podcast Les couilles sur la table à Virginie Despentes. Avec Victor Toyon, qui lui posait la question, qui lui disait mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent que les homosexuels ils le choisissent bien et que s'ils veulent faire des enfants ils ont qu'à se mettre avec des mecs ou avec des meufs et pas faire chier. Et Virginie Despentes elle répond bah ceux qui me disent ça je leur réponds rien quoi, je veux dire ils sont perdus pour la cause. Bah là c'est un peu pareil, si un mec vient vraiment me dire pour moi ça sert à rien et on a autre chose à foutre et tout, je sais pas si je vais moi-même me perdre. Mais en vrai, je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça, des hommes qui vont venir vraiment le dire. Après, t'as toujours sans le dire, mais si moi dans mon entourage, j'ai déjà entendu des mecs qui disent ouais, de toute façon, avant que mon enfant il parle ou il marche, c'était pas très intéressant, j'ai pas trouvé ça très passionnant quoi. Ah alors ça c'est autre chose. Donc ça veut dire qu'ils s'impliquent quand même pas, tu vois. Mais même, je pense que tu peux t'impliquer. Et moi, j'ai jamais les périodes bébé, c'est pas les périodes qui m'ont le plus passionné. Ce qui veut pas dire que j'étais pas impliqué. Mais en revanche, je trouve que tu vois, arriver l'âge d'1 an et demi, 2 ans, quand tu commences à avoir des échanges, 2 ans, tu vois, c'est une période qui est merveilleuse. 3 mois, c'est génial aussi. T'as des petits sourires, les premiers. Mais c'est pas ce qui moi m'a le plus passionné. Donc quelqu'un qui viendrait me dire les premiers mois m'ont pas passionné, je dirais rien. Je dirais ouais, on est un peu pareil. C'est pas ce que j'ai préféré non plus. En plus, t'es réveillé la nuit tout le temps, t'es fatigué. C'est pas simple. Et un mec qui viendrait dire je vois pas l'intérêt de m'en occuper et je laisse tout à la nana. Ben, peut-être que le moyen de lui faire réfléchir, c'est de lui dire ok, mets-toi à la place de ton enfant. Est-ce que tu penses est-ce que toi petit, t'aurais aimé que t'aies un père qui te délaisse complètement? C'est peut-être un moyen que tu peux amener. J'ai l'impression en échangeant avec des nanas essentiellement sur les réseaux sociaux, c'est après des émissions qu'on peut faire et tout, quand on parle charge mentale ou répartition ou tout, il y en a plein qui disent mon mec est de bonne volonté. C'est-à-dire qu'il dit moi je veux bien prendre ma part mais aide-moi, dis-moi quoi faire, donne-moi des missions, etc. Charge mentale. Voilà, et là on en revient à la charge mentale. Ouais. C'est là que c'est compliqué. Éduque-moi. Et en fait c'est soit tu te dis messieurs raisonnez pas en termes d'aide, raisonnez en termes de vous êtes deux, vous faites autant, etc. Mais une fois que t'as dit ça, t'as rien dit, parce que soit tu dis aux nanas mesdames, laissez les mecs aussi prendre leur part quand ils sont de bonne volonté. Ils le feront certes pas comme vous, ils le feront peut-être moins bien, mais peut-être mieux, on sait pas. Ils feront peut-être pas comme vous, le petit pot, le machin et tout. Mais laissez-leur aussi la place. Et surtout quand il vient vous dire qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, répondez non mon gars, tu m'aides pas, on fait à deux. Et ça passe par ça. Ou laissez-le tout seul avec et il se débrouille. Bien sûr. Et accepter qu'il fasse pas comme vous auriez fait. Je suis d'accord. C'est pas facile. Ben, c'est pas ça. Toi, t'as vu ça personnellement ou t'as dû un peu t'imposer, dire je fais pas comme toi, mais. Écoute. Ou ça s'est fait naturellement, vous deux? Avec ma femme, j'ai vraiment de la chance parce que on est donc devenus par essence parents en même temps. Donc on a grandi sur ces questions en même temps et on est raccord. Et c'est vraiment aussi ce qui fait que je suis à l'aise sur ces sujets, que ça m'intéresse et tout, parce que moi-même à la maison, on se nourrit beaucoup de discussions. On a des points de désaccord, tu vois, comme tout le monde, mais globalement, on est assez raccord là-dessus. Et c'est pas du tout, par exemple, parce que, tu vois, pour aller contre un cliché que je peux entendre, c'est pas parce que moi je suis sensibilisé à ces questions que je fais tout à la maison, que, tu vois, que. Pas du tout. D'ailleurs, si t'interroges ma femme, elle te dira que je pourrais faire plus. Non, mais c'est une évidence. Mais est-ce que toi, tu peux dire l'inverse? C'est ça aussi. Bah ouais. Oh, bah voilà. Ouais. Ça, en fait, chacun a son domaine de compétences, tu vois, à la maison. Mais pas forcément la bagnole, c'est le mec qui va. Tu vois, moi, la bagnole, je sais pas du tout changer un pneu, par exemple. On a crevé une fois, elle et moi, vers Avignon, là. On était comme des cons, je sais pas crever un pneu. J'imagine c'est pas compliqué, sauf que j'ai jamais essayé. En fait, ouais, je m'en fous un peu de pas savoir changer un pneu, ça m'intéresse pas, quoi. Ça m'intéresse pas du tout, les moteurs, oui, les trucs. C'est dans le cliché de la virilité. Et quand j'avais 16 ans et que tous mes potes avaient des scooters et des mobylettes, tu vois, j'avais un peu le complexe de m'en foutre de ça. Quand ils me parlaient de carbu et tout, moi je savais pas ce que c'était. Maintenant que j'en ai 33, j'assume vachement plus le fait de rien y connaître. Ça. Et toi, t'as une fille, un garçon J'ai une fille, 2 garçons. Une fille, 2 garçons. Donc ta grande, c'est une fille. Ouais. Est-ce qu'à la maison, tu l'as un peu évoqué, mais vous mettez un point d'honneur à montrer les situations sexistes ou en tout cas à éduquer ouais, vachement. Comme vous avez les 2 sexes? Ouais, vachement. Et je pense que ça, il faut le faire. Et ça, je l'ai raconté récemment dans l'émission. Parce que j'ai des trucs rigolos. En fait, du coup... Dès qu'il va y avoir une situation où... t'as vu, je t'ai dit que je suis pas à l'aise pour parler de mes enfants. Pardon. Dès qu'il va y avoir une situation où mon fils voudra pas faire un truc, ma fille va lui dire tout de suite « Tu veux pas le faire parce que t'es un garçon, c'est ça? Tu crois que je suis une fille, je veux mieux le faire que toi ?» Alors que tu vois, je vais le défendre. Tu vois, des fois, rien à voir. C'est juste, il va dire non pour un truc ou quoi. Et à l'inverse, quand je vais dire à ma fille tu débarrasses », elle va me dire « Mais tu dis ça parce que je suis une fille ?» Non, mais tu vois, donc, on a inversé le problème. Je t'ai fait courser, là. Ouais, mais d'un autre côté, je suis content, en fait. Après, tu sais, c'est compliqué aussi ces sujets parce que
je le vois avec des féministes que je rencontre, il y en a qui s'intéressent tellement à ce sujet qu'elles deviennent extrêmes. Ce que je te disais tout à l'heure, est-ce que tu peux être hétérosexuelle femme en étant féministe ? Pour moi, oui. Évidemment. Mais il y en a plein qui tiennent c'est justement chez Victor Toyon. Oui, sur les couilles sur la table, c'est voilà. Et c'est pareil, il faut pas non plus monter le bourreau de mou à nos filles en leur disant qu'en gros les hommes sont tous des salauds, qui discriminants, violeurs et tout, parce que sinon il faut pas non plus les dégoûter des hommes, les dégoûter des hommes. Donc c'est quand même un... C'est touchy, c'est dur, hein, c'est comme. touchy. C'est pour ça que je te pose la question, mais je comprends. Mais c'est intéressant, c'est mouvant en fait. Ça bouge beaucoup, quand même, mine de rien. MeToo a fait beaucoup pour faire bouger les choses. Ça bouge beaucoup. Moi, j'aime bien cette période là-dessus. Parce qu'on s'interroge quand même pas mal. Je pense du temps de nos parents, ils s'interrogeaient pas là-dessus. Ça fait du bien la remise en question. Ouais, puis ça fait du bien à tout le monde, je pense. Je pense que les hommes, on en est grandi de prendre. T'es grandi de façon d'élever tes enfants. Moi, mes enfants, ils m'apprennent beaucoup sur moi. Toi, je pense que c'est pareil, tout le monde. Et donc, un homme qui investit, il va apprendre sur lui-même, il va être meilleur. T'apprends aussi à moins te focaliser sur toi-même, à avoir un peu moins d'ego, un peu plus d'autodérision. Moi, je le sens, je suis beaucoup moins égoïste que quand j'avais 20 ans. Forcément, tu relativises plus les choses, t'es meilleur quand même une fois que tu es devenu. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que t'as beaucoup parlé avec les femmes, t'as envoyé des messages sur les réseaux sociaux ? Est-ce que t'as des pères qui te contactent ? Tu sais, sur Instagram, t'as les statistiques des gens qui te suivent. Vas-y. 98% de femmes. Moi, c'est 75% d'hommes. Tu vois, c'est marrant. Ah, mais on est vraiment là. Alors pourquoi, à ton avis ? Mais moi, parce que je suis dans le sport à la télé. Ouais. Aujourd'hui, ça s'inverse aujourd'hui avec la matrescence, justement. Et donc là, tu gagnes des femmes. Maintenant, c'est que des femmes quasiment qui s'appellent. T'imagines, le cliché, c'est horrible. Tu fais du sport, t'as des mecs. Bien sûr. Et toi, j'ai fait. Donc, t'as pas d'hommes qui te sollicitent, quoi. Non. Franchement, c'est dommage. Très, très rare. Ouais. Et alors, la contrepartie de ça, c'est que j'ai jamais de message d'insulte. Ou très rarement. Parce qu'en vrai, les femmes. Avant, quand j'étais sur des médias généralistes, tu vois, dès qu'il y a quand même 1 milliard de sujets dont tu parles, tu vas te faire insulter, des trucs chiants. Et là, je sais pas, les femmes, elles insultent pas. Même, tu vas me dire, il n'y a pas de sujet polémique, mais en fait, il y en a quand même. Tu as des sujets, tu vois, quand tu parles de l'allaitement, par exemple. J'ai vu Anna Roy, qui est notre sage-femme, une fois, elle a parlé de l'allaitement en disant, en gros, écoutez, celles qui veulent pas allaiter, c'est leur choix, il n'y a pas de problème. Tu vois, elle a dit ça, ce qui est quand même une phrase qui est pas très engageante et pas très polémique. C'est-à-dire, si c'est ton choix de pas allaiter, on va pas venir te forcer. Elle a reçu des menaces, des trucs. Donc il y a quand même des sujets où l'allaitement, ça divise. Mais le fait d'être suivi par des femmes, même quand tu dis un truc qui les heurte, ça arrive, elles sont pas d'accord et tout, ça commence toujours par bonjour Benjamin. J'ai entendu que tu disais ça. Je veux tu vois, c'est poli, c'est constructif et tout. Ça veut pas dire que tous les hommes sont des bœufs sur les réseaux sociaux, mais c'est pas désagréable de pouvoir échanger de manière. D'ailleurs, dans le sport, je suis copain avec quelques journalistes sportifs hommes. Eux, ils me racontent qu'ils s'en prennent plein la gueule quand tu dis que Lyon a machin contre Paris a mal joué au truc. Et toi, tu recevais des. Ah oui, femmes, t'es pas préservée. Nous, femmes, c'est tout de suite sexuel. Ouais. Et tout de suite, je n'y connais rien, donc pourquoi j'ouvre ma bouche ? Donc moi maintenant, je regardais plus les notifications. Mais c'est vrai que depuis que je parle de la maternité, moi j'ai des hommes, des pères qui me suivaient parce que je faisais du sport, qui viennent me voir pour me dire mais merci de parler de ça parce que j'écoute vos podcasts et j'aurais jamais pensé apprendre des choses. Donc ça me fait plaisir de me dire j'arrive un peu à toucher une population qui naturellement ne va pas vers ces sujets-là. Malheureusement. Ce que tu arrives à faire toi, moi en tout cas, mon propre niveau sur Instagram et tout, j'y arrive pas. À toucher l'inverse. Toucher les hommes. Ouais. C'est vrai. Et puis tu dois être touché toi du coup. Ah oui. Quand un mec vient me dire que... surtout ils viennent me voir en face, ça me fait vraiment plaisir parce que maintenant genre oui on s'en fout, vous passez à la télé mais ce que vous faites sur le podcast c'est génial. Ouais. Alors ça me fait vraiment plaisir. Bon bref on s'en fout, c'est pas bon mais j'ai lu m'intéresse. Non oui ça m'intéresse parce que ça va dans l'autre sens. Et du coup sur la matrescence tu vas recevoir des insultes ou des non jamais. Non, ça reste quand même une matière qui sauf si je parle d'homosexualité, là il y a quand même toujours des gens qui malheureusement n'ont pas l'esprit assez ouvert, mais tant pis pour eux. J'ai lu une interview de toi dans le L. Je trouve ça chouette. Ça, c'était classe. Dans le L. J'ai eu plein de retours là-dessus. Et tu parles quelque chose que je trouve très important, donc du couple. Et tu expliques qu'avec ta femme, vous prenez 2 soirées par semaine, je sais pas si c'est tout le temps, mais pour vous et vous retrouvez, ce que j'imagine avec 3 enfants, vous n'avez pas toujours le temps, et vu les métiers que vous avez. Est-ce que ça, vous avez réussi à le faire d'entrée à votre fille ou il a fallu plusieurs enfants ? Et ben alors ça, c'est un bon conseil qu'on peut donner aux gens qui nous écoutent, qui n'ont pas encore d'enfants. En gros, je sais pas, quand t'as ton premier enfant, les 2 premières années, nous c'était ça, t'as vachement de mal à le laisser, à le confier. Nous c'était ça. En fait, tu penses, tu t'inquiètes, t'as vachement peur, t'as pas forcément envie, t'oses pas, etc. Quand t'as un 2e enfant, là déjà t'oses déjà plus. Et alors là, le 3e, je te dis pas, tu demandes que ça. Pouvoir sortir, même aller en vacances sans enfant si c'est possible, tout ça. Je l'ai pas encore fait, mais je suis sûr que ça doit être sympa. Ça doit être des vacances. Mais bon, il faut trouver des gens qui acceptent de garder 3 enfants. Et là, c'est. En fait, quand tu viens d'avoir ton enfant,
tu te dis que ton bonheur, il est avec ton enfant, donc tu vois pas trop l'intérêt de sortir. Et en fait, c'est hyper important. Je pense que le couple reste un couple. C'est certes, tu deviens parent, vous vivez à 3, etc., mais tu restes quand même un couple. C'est hyper important de vivre au-delà de son enfant. La tentation au début, je pense, elle est assez naturelle. T'es plus vraiment un couple, t'es des parents, etc. Et c'est important, je pense, de se forcer presque, même si on n'en ressent pas le besoin. Pas forcément 2 fois par semaine, mais commencer peut-être par un resto, une petite sortie, un cinoche, un truc cool. Une fois, quand votre enfant va avoir, je sais pas, 4-5 mois, s'il va bien, s'il n'y a pas de reflux, s'il n'y a pas de problème comme ça. Tu demandes aux parents, aux beaux-parents, aux copains, copines de le garder, quelqu'un en qui tu as confiance. C'est important. La première fois, vous allez parler que de votre gosse en couple. Donc tu vas c'est vrai, je te confirme, t'as raison. Tu parles que de ton enfant, donc tu dis mais en fait ça sert à rien qu'on sorte tous les deux parce qu'on parle que de lui, autant être avec lui. Mais la deuxième fois, tu vas commencer à parler d'autres choses, troisième fois et tout, et de retrouver une complicité de couple et d'exister en termes de couple, de retrouver une petite séduction entre l'homme et la femme, de retomber amoureux en tant que couple, quoi, juste. Je dis pas que t'es plus amoureux avec ton enfant, mais tu te concentres plus sur ce couple. C'est hyper important. Et c'est très dur, mais c'est pour ça que c'est important. C'est dur, mais il faut se forcer un petit peu à avoir ces... Et vous arrivez à faire 2 fois par semaine ? Surtout vu les horaires de ta femme. Parce que je dis, elle est journaliste matinale, donc elle se lève très très tôt. Elle est journaliste en matinale, donc là en semaine, c'est mort. Ah oui, d'accord. Ça, c'est mort. Mais une fois, c'est sûr, on essaye. Soit une sortie à 2, soit chez des copains, soit des trucs... J'allais dire aller au théâtre, mais en fait je me rends compte que ça fait 2 ans que je suis pas allé au théâtre. Mais j'aime bien y aller. Mais après du coup tu choisis ce que tu fais quand t'as une babysitter pour 3. Mais ouais, dans l'idéal 2, on va dire quand elle avait des horaires moins bourrins ou quoi, 2 fois. Tu vas te faire un petit... Ah mais bravo. Mais y a pas besoin de sortir 4 heures, tu vas juste manger un petit morceau pas très loin de chez toi, juste pour parler de tout et de rien, avec surtout le portable dans le manteau, quoi, pas le portable. Sans être sollicité. Sans être sollicité, juste t'es à 2. Et tu prends le temps de savoir comment l'autre va et comment toi tu vas et tu racontes tes trucs. Ça change tout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent après le premier enfant parce qu'ils se perdent complètement, parce qu'ils sont épuisés, parce que tout ça. Et je dis pas que c'est la recette miracle, mais se préserver des petits moments à 2, je pense quand même que ça te prémunit de ça. Ouais, et puis c'est l'occasion aussi de toute la rancœur que tu peux accumuler des fois dans le quotidien à cause de la fatigue, de pouvoir la laver un peu et pas être la tête dedans, quoi. Non. Mais j'avoue que c'est dur, tu vois, moi c'est ma première et elle a 2 ans et il n'y a que maintenant où on est à l'aise de le faire et où on prend du plaisir à le faire. Ouais, je t'avais dit 2 ans. Ouais. Pour le premier, je Pour pense le premier. Et du coup, comme t'es à l'aise, tu vas sans doute faire un deuxième là dans pas trop longtemps. Et bim, tu te reprends. Et dès que ton deuxième aura 3 mois, tu seras très content de faire garder les 2. Mais du coup, les deuxièmes, je suis sûr que ça donne des enfants... Enfin, d'ailleurs, ça a été prouvé dans des études, tu sais, qui ont plus confiance en eux, qui ont moins la pression sur plein de choses, qui sont moins angoissés, etc. Parce que leurs parents ont eux-mêmes moins d'angoisse. Je pense que ça commence dès le début. Tu les lâches dès le début. Ouais, alors ça sera le seul conseil que tu peux donner. Ouais. Sortez en couple. Ça, tu peux le donner comme conseil, ça va. Allez picoler en couple, faites un peu la fête, voilà, faites des trucs comme ça. Merci beaucoup, Jean. Merci à toi, c'était un plaisir. C'était hyper intéressant. Et je suis ravie que les pères prennent la parole, vraiment. Tu vois, ça s'appelle la matrescence, mais c'est ouvert aux parents. C'est ouvert aux pères aussi, c'est cool. Père, merci. C'était Benjamin Muller, auteur et journaliste à la Maison des Maternelles, je vous le rappelle. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous venez de découvrir le podcast, n'hésitez pas. Il y a 26 autres épisodes à écouter avant celui-ci. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou fin de week-end ou peu importe. À très vite.